Salut à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle, vous l'avez compris, j'imagine avec le titre, je ne sais pas encore quel titre je vais mettre, mais je pense qu'il va être assez clair. On va parler d'analyse financière, analyse fondamentale. Alors, pour ceux qui ne sont pas fans de ça ou qui n'aiment pas la trop grande technicité, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas être trop technique dans cette vidéo, puisque je vais parler de 3 erreurs qu'on fait en analysant une société, mais qui ne sont pas une erreur très précise, très technique. C'est quelque chose de beaucoup plus large. La première erreur, on y est tous passés. Si vous faites de l'analyse fondamentale, on est tous passés par là. C'est une erreur donc globalement de débutants. Pour ceux qui ont résolu cette erreur-là, beaucoup sont tombés sur la deuxième erreur qui est en gros l'exact opposé de la première. Donc on est passé d'un extrême à l'autre. Et souvent, donc une fois qu'on est plus expérimenté, qu'on a résolu cette deuxième erreur, on tombe dans la troisième. Et cette troisième erreur, c'est quelque chose que j'ai pas fait rapidement. Ça m'a pris quand même du temps à réaliser cette troisième erreur pour progresser en termes financiers dans l'analyse financière. Donc c'est assez sympa, je trouve, de voir ces 3 points. Et justement, puisque je parle d'analyse financière, je remercie tous ceux qui se sont déjà inscrits à mes masterclass. Donc je vous rappelle dans l'ordre, il y a Lyon d'abord, ensuite il y a Paris, il y a Divonne à côté de Genève et enfin Bordeaux. Donc merci à tous ceux qui se sont inscrits à Paris. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de places. À Divonne, pareil. À Lyon, il doit en rester à peu près la moitié. Pareil à Bordeaux. Donc merci à tous ceux qui se sont inscrits. Pour rappel, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on revoit ma checklist d'investissement, on voit mon processus d'analyse. Je vous explique comment je réfléchis. On prend des exemples concrets d'entreprises en général que vous me donnez avant l'inscription. Et puis voilà. Et puis on parle bien sûr gestion de portefeuille en général. Et un truc qui me plaît beaucoup dans ces masterclass, c'est qu'on discute. On est 15 maximum. Donc voilà, c'est vraiment discuter en petit comité. Puis on va boire un verre à la fin. Donc on a vraiment le temps de parler de tout. Donc merci à tous ceux qui se sont inscrits. Mais fini pour la pub, entre guillemets, et pour le remerciement de la masterclass. On va passer maintenant à cette fameuse première erreur. Donc, qu'est-ce que j'ai à l'écran ? J'avais même pas vu, j'avais mis ASML Holding. Bon, ce qui se passe comme première erreur, elle est relativement simple. C'est qu'on prend peu de critères. On ne prend pas assez de critères pour juger une entreprise. Donc, dans le cas d'ASML, par exemple, quelqu'un pourrait me dire, voilà, moi j'ai regardé vite fait ASML, je vois, bon, évidemment qu'elle fabrique des machines pour de la lithographie, pour les semi-conducteurs. Elle a une capitalisation de 260 milliards, elle a un PER, donc un ratio cours sur bénéfice de 35. Et puis, disons qu'il a quand même fait l'effort, la personne, d'aller regarder la croissance. Et il me dit qu'en 2023, la croissance est de 30%. Et puis, ça va être stable en 2024. Voilà. Il a ce type de critères-là et c'est tout. Ça, c'est un gros souci. Pourquoi est-ce que c'est un gros souci ? Parce que c'est un peu comme si, je ne sais pas, vous cherchez un pilote. Voilà, vous êtes une compagnie aérienne, vous cherchez à embaucher un pilote et on vous donne seulement 3 critères pour ce pilote. On vous dit, pas la peine que tu le vois en entretien. Sache que ce pilote ou cette pilote, c'est quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui est intelligent et c'est quelqu'un qui a son diplôme de pilote. Vous pouvez vous dire, déjà, dans les 3 critères qu'on m'a donnés, il y en a un qui n'est pas important, c'est le fait d'être grand. Les 2 autres, c'est bien, intelligent. Bon, ça peut servir pour un pilote, je ne sais pas à quel point c'est essentiel. Mais en tout cas, diplôme de pilote, c'est très bien. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être que cette personne, en fait, le diplôme de pilote, elle l'a passé il y a extrêmement longtemps et elle a 95 ans. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une mauvaise vue, c'est quelqu'un qui est suicidaire, par exemple, ou bien qui est jamais à l'heure, ou qui est, narcoleptique. Enfin bon, pensez à plein de trucs qui seraient quand même un gros souci pour un pilote. On se rend bien compte qu'une entreprise, c'est aussi très complexe, tout comme une personne. Donc, se baser sur 2-3 critères, ça ne suffit pas. Et le souci qu'on a beaucoup en bourse, quand on prend très peu de critères, et je vais vous montrer ça, je pense, avec le stock screener, parce que c'est là-dessus qu'on le voit le mieux. Alors je vais enlever un peu tous les critères, je vais couper la vidéo d'ici là, je vais juste en garder un pour que ce soit plus simple. Voilà, j'ai fait le tri dans le stock screener pour ne garder qu'un seul critère pour vraiment avoir vous montrer d'abord peut-être ceux qui ont l'entreprise française qui a le plus de croissance. Ensuite, on regardera l'entreprise française qui est la moins valorisée, etc. pour voir dans quel genre de biais on peut tomber. Et justement, vu que j'utilise le stock screener, vu que je vais pas mal me balader sur Zone Bourse, je vous précise, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente faite chez Zone Bourse, mais que là, jusqu'au 22 septembre, il y a 40% de réduction sur les abonnements. Donc, il y a différents types d'abonnements. Tout le monde ne veut pas utiliser le stock screener. Pour certains, c'est plus les actualités, les données des entreprises. Mais allez jeter un coup d'œil sur le lien qui est en dessous de la vidéo. 40% sur les abonnements de réduction. C'est quand même une grosse décote. Donc, voilà, great value, comme on dit. Donc, allez voir ça si vous êtes intéressé par stock screener, les transcripts des entreprises, bien sûr, toutes les actualités, toutes les données financières, vu que voilà, c'est un peu ce qu'on fait quand on fait de l'analyse financière. Allez jeter un coup d'œil sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Maintenant, sur les dangers d'utiliser 1, 2 ou 3 critères.
Je vais prendre un critère parce que c'est vraiment le plus flagrant. J'ai classé ici par croissance du revenu, d'accord, décroissant. Donc on va avoir Carbios, par exemple, qui gagne ici notre filtre. Carbios, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je connais de nom comme certains d'entre vous, je pense. Le business model est génial, hein, dans le sens où c'est, enfin, pas le business model, disons l'idée, puisque c'est une technologie qui recycle grâce à le plastique, grâce à des enzymes, etc. Le principe est super. Alors pourquoi est-ce qu'il est ressorti en tête du stock screener? Tout simplement parce que je vois que le chiffre d'affaires 2024 est de 17 millions et ça passe à 58 millions en 2025. On s'aperçoit que c'est une croissance stratosphérique. Donc oui, croissance, c'est bien coché, mais très souvent, quand on a une croissance extrême, on a aussi une valorisation extrême, mais là, on ne peut même pas calculer un PER, on voit qu'il est négatif. Pourquoi? Tout simplement parce que le résultat est négatif. Donc si vous réfléchissez que croissance, si on vous explique le business de Carbios, que vous dites, mais c'est complètement fou, une boîte qui permet de recycler le plastique grâce à des enzymes, etc., c'est bon pour la planète, c'est génial, une croissance de dingue. Oui, mais voilà, le problème, c'est que Carbios a perdu 24 millions en 2024. On estime qu'ils vont perdre 32 millions en 2025, et bien sûr extrêmement compliqué à valoriser puisque c'est une entreprise qui perd de l'argent. À l'opposé, j'ai envie de dire un peu de la croissance, souvent on a la valorisation, le PER. Ici, si je regarde vite fait, je prends juste dans la liste pour ne pas prendre toujours les mêmes, j'allais prendre Renault, mais je ne sais pas pourquoi je prends toujours Renault comme PER faible, je vois Monsieur Bricolage. Donc regardons Monsieur Bricolage, oui, PER de 4,35, ce qui veut dire que l'entreprise se paye 4 fois les bénéfices. C'est rien du tout. Mais le problème de ça, en général, c'est un peu l'opposé de la croissance, comme je vous disais, c'est-à-dire que si on paye une entreprise pas chère, donc 4 fois ses bénéfices dans ce cas-là, c'est souvent que la croissance, elle n'est pas au rendez-vous. Et si je vais ici dans l'onglet Finance et que je regarde la croissance de Monsieur Bricolage, c'est relativement clair, hein. On voit que ça s'est essoufflé, il y a eu un petit plateau 2021-2022, et puis ici, ça redescend en 2023, donc c'est une entreprise qui est en décroissance, donc évidemment que c'est quelque chose qu'on doit absolument surveiller. Et quand on commence à mettre, je ne sais pas, peut-être croissance et PER, tout d'un coup, ça va être l'endettement qui va poser problème, ou bien ça va être la cyclicité, ou bien ça va être, je sais pas, les marges. Enfin bon, il y a toujours quelque chose. À chaque fois qu'on rajoute un critère, on s'aperçoit que on cherche le mouton à 5 pattes, si vous voulez. Donc à chaque fois que on prend 4 critères, ça va être le 5e qui va poser problème. On rajoute ce 5e et ce 6e, et puis c'est le 7e et le 8e qui vont poser problème. Et c'est là où on arrive dans notre deuxième erreur. C'est que si je vais sur, je sais pas, bon, j'aime vraiment pas ce type de valeur. On va prendre une boîte que j'aime quand même un peu mieux que ça. Donc, disons, allez, on va repasser sur ASML. Donc, quand on va sur tous ces onglets, la société, etc., et qu'on commence à comprendre la première erreur et se dire « Ouh là là, moi avant je regardais que croissance et PER, maintenant je vais rajouter, je sais pas, le flottant, je vais rajouter le rendement du dividende, je vais rajouter la CAPI, je vais rajouter les marges ici, je vais rajouter l'endettement, je vais rajouter les cash flows, etc., les free cash flows. » Et là, vous commencez à voir la deuxième erreur arriver, c'est qu'on commence à prendre trop de données. Alors, on peut se dire « Oui, mais qui peut le plus, peut le moins ?» À la limite, si je prends toutes les données, je suis sûr de tout capter. Mais il y a un énorme problème quand on prend toutes les données, ou toutes les données qu'on peut trouver. C'est qu'après, il y a un gros problème de priorité. Et en fait, il y a des choses qui sont très, très importantes, d'autres qui sont moyennement importantes, et d'autres beaucoup moins. Par exemple, ce qu'on a vu au début, la valorisation, la croissance, ce genre de trucs, c'est très important. L'endettement, c'est très important. Tous ces trucs-là, ça fait partie du top 10. Quel que soit que vous soyez value, croissance, quality, peu importe votre style d'investissement, tout ça, c'est dans le top 10. Tout le monde regarde la croissance, tout le monde regarde l'endettement, tout le monde regarde, la valorisation, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc que vous ne pouvez pas éviter. Et puis après, il y a d'autres choses qu'on peut regarder, qui sont parfois un peu plus indicatives, du type est-ce que la société verse un dividende ou non, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que ce n'est pas une priorité, ce n'est pas quelque chose à mettre dans les 2-3 critères, etc. Donc le gros problème quand vous regardez tout ce que vous pouvez trouver, et le CAPEX, et vous regardez tout, là, tout d'un coup, vous commencez à tout pondérer moyennement. Et le souci avec ça, c'est que si vous prenez 100 critères, donc la croissance par exemple, c'est un de ces 100 critères, parfois, vous pouvez vous dire « Waouh, j'ai 99 critères qui sont super bons, mais la croissance, elle est bof. » Et en oubliant que la croissance, en fait, elle ne doit pas être pondérée à 1/100, elle doit être pondérée beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est le risque. Et bien sûr, l'énorme risque de prendre trop de données, c'est
que vous vous perdez. Vous allez manquer de temps pour tout faire parce qu'en plus, ça s'actualise tout ça. C'est pas juste, ouais, on regarde ASML, on lit tout le bilan, tout le compte de résultats, on connaît par cœur, on lit toutes les actualités, etc. On est au top. C'est que ça, il faut l'actualiser. C'est qu'à chaque trimestre, la boîte va publier ses résultats et il faut, dans l'idéal, tout le monde ne le fait pas, mais il faudrait regarder, là je vois qu'il y a les données trimestrielles ici, mais il faudrait vérifier que tout se passe bien trimestre après trimestre. Le but, c'est pas en analyse financière de faire le boulot une seule fois, puis c'est fini, on regarde plus rien. C'est pas comme ça que ça se passe. D'où l'intérêt de pas regarder trop peu de critères, notre erreur numéro 1, mais de pas en regarder trop non plus, erreur numéro 2. Parce qu'à l'arrivée des nouveaux résultats, il va falloir regarder nos priorités, il va falloir regarder notre top 10. Et souvent, quand on fait une analyse financière, il faut bien se dire, tout est bon, mais ces deux trucs-là, c'est ça qui m'inquiète. Et les garder en tête, et quand il y a les résultats qui sont annoncés, c'est ça qu'on regarde en priorité. Est-ce qu'il y a un problème de croissance? Est-ce qu'il y a un problème d'endettement? Est-ce que le PDG cherche un remplaçant? Peu importe le souci, il faudra regarder ça en priorité, sinon vous êtes foutu, vous n'aurez jamais le temps de tout regarder. Et dans ces cas-là, si vous êtes un peu piégé, vous avez compris l'erreur numéro 1, mais voilà, vous avez tendance à tomber dans l'erreur numéro 2. C'est vrai que moi, j'aime bien, quand j'ai vraiment 10 secondes pour regarder une boîte, regarder la note investissement ici. Parce qu'elle prend beaucoup de critères qui vont être la croissance des revenus, des bénéfices, la profitabilité, l'endettement, etc. La valo, c'est classé par cadran, comme ça. Donc, il y a les fondamentaux, il y a la partie valorisation, il y a la partie consensus. Donc là, c'est l'opinion des analystes qui, pour moi, quand j'analyse une boîte, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, que je ne regarde pas. Donc, il se trouve que c'est dans la notation zone bourse, c'est bien parce qu'au moins ça inclut tout, mais il y a aussi la visibilité, donc là c'est toujours un peu la divergence d'opinion des analystes, et puis il y a le côté momentum, mais pas un momentum graphique si vous voulez, technique, c'est un momentum sur le chiffre d'affaires et puis les bénéfices, c'est à quel point ils sont révisés à la hausse ou à la baisse, à court terme, donc 7 jours, ou bien à plus long terme sur 4 mois. Et ça, c'est résumé dans une note qui va de 0 étoile, je crois, j'allais dire une, mais non, mais de 0 étoile à 5 étoiles. Mais peut-être que c'est 0. Bon, bref, on ne les regarde pas, celles qui ont 0 ou une étoile, donc ça revient au même. Donc, plutôt que de perdre du temps, si vraiment vous ne savez pas, vous pouvez déjà regarder la note d'investissement ici, donc c'est dans l'onglet notation de zone bourse. Et après, on voit qu'ici, c'est ASML, tout est au top. Alors, vous regardez, est-ce que tout est au top? Ah non, tout est au top, sauf la valorisation. Et comme je vous disais, à chaque fois qu'on a des critères qui sont très très bons, souvent on en a d'autres qui sont moins bons. Et ASML, c'est bien sûr une entreprise de croissance, de super croissance. Donc voilà, on voit ce qui est relativement classique, qu'elle a des super fondamentaux. Tous les analystes sont chauds sur cette boîte. Le momentum est plutôt moyen, parce qu'on sait que les semi-conducteurs, voilà, c'est un petit peu moins bien cette année que les années précédentes. Il y a des petits couacs dans certains domaines, mais pas tous. Mais bon, globalement, ça reste très bon, qualité des publications au top, etc. Mais c'est une valeur qui est chère. Et comme ça, dans un coup d'œil, avec ce graphique-là, vous avez une idée de ce qui pêche dans l'entreprise ou non. Et puis si je prends, on aurait pu prendre Monsieur Bricolage qu'on avait vu tout à l'heure. J'imagine qu'on aura exactement l'inverse. C'est quoi? Je sais même pas. Voilà. Mister Bricolage, on va dans notation. Et bien sûr, on se doute qu'en termes de valorisation, pour le coup, c'est top. Ça fait partie des valorisations les plus attractives, si vous voulez. Mais pourquoi? Parce qu'après, on est parmi les plus mauvais en termes de fondamentaux. Voilà, donc ici, très clairement, on voit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et même dans ce graphique qu'on a sous les yeux, c'est là où on comprend très bien l'erreur du débutant qui certaines fois ne va regarder que la valo ou que la situation financière ou que la croissance des revenus et qui va passer à côté de quelque chose d'autre. Là, au moins, on a la vision à 360. Bien, maintenant, on a vu le premier piège, on prend que quelques critères parce qu'on ne connaît pas grand-chose, on se prend 2-3 claques sur le marché, on rajoute plein de critères, etc. Souvent trop. On comprend que c'est pas bon non plus et qu'on est complètement perdu. Donc on a fait le boulot, on a éliminé les 2 premières erreurs, on arrive à peu près, on se fait une checklist, dans l'idéal, faites-vous une checklist dans laquelle on a résumé les principaux, souvent chiffres, ratios, etc., qui sont importants pour nous. Et ça, c'est la 3e erreur. Chiffres, ratios, tous ces critères quantitatifs, tous ces critères qui sont chiffrés. C'est super rassurant. C'est super rassurant, surtout quand on vient d'un monde, quand on vient de débutants. On était débutants il y a relativement peu de temps. On commence à maîtriser ces différents ratios, on maîtrise le return on equity, on maîtrise le PER, etc. On commence à voir, on émerge du nuage, on commence à comprendre comment fonctionne bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie. Et là, on commence à se raccrocher aux chiffres,
à fond. Et on oublie toute la partie qualitative, tout ce qui n'est pas chiffré. Pourtant, vous serez d'accord que la qualité du management, c'est quand même clé. Si on a tous les chiffres qui sont au vert, mais qu'on a un PDG ou une équipe de direction au sens large qui commence à péter un plomb, comme on a eu à une époque avec Mark Zuckerberg et qui mettait la barre à gauche à fond sur le métaverse, c'est quand même un vrai critère à prendre en compte. Les méga-tendances. Est-ce qu'il y a une méga-tendance qui pousse cette entreprise dans le dos ou au contraire qui la ralentit? Les concurrents. Où est-ce que se place la boîte par rapport à ses concurrents? On est d'accord que c'est vraiment clé comme critère. Alors, certains, je pourrais rajouter, je vous dis juste ce que j'ai en tête. Les employés, ils sont contents, pas contents, ils sont fidèles, ils sont bons. Est-ce que l'entreprise arrive à attirer les talents? On a sous les yeux Monsieur Bricolage, voilà, qui a l'entreprise qui baisse, etc. Alors, je salue tous ceux qui bossent là-bas, mais on peut se poser la question, est-ce que les gens, ils ont plutôt tendance à quitter Monsieur Bricolage, les bons, les meilleurs? Est-ce qu'ils ont tendance plutôt à quitter, à choisir entre, je sais pas, Monsieur Bricolage et Leroy Merlin? Est-ce qu'ils vont pas aller chez Leroy Merlin, etc. Et puis, les clients, est-ce qu'ils sont satisfaits? Je parle pas de Monsieur Bricolage, mais dans l'ensemble, on peut se poser toutes ces questions. Est-ce que les produits sont de qualité? Bref, il y a énormément de choses qui sont non chiffrables et qui sont pourtant super importants. Certains vont me dire, et c'est pas loin d'être juste, certains vont me dire, oui, mais tout ce qui est non quantitatif, le management, les tendances, etc., à un moment, ça va se retrouver dans les chiffres. C'est vrai. C'est-à-dire que si la boîte est poussée par une méga tendance, ça va se voir dans les chiffres de croissance. Si le management est mauvais, il prend les mauvaises décisions, ça va se voir aussi. Si les employés commencent à quitter le navire, les produits vont être de moins bonne qualité, la production ne va pas suivre parce qu'il y aura des manques d'employés. Pareil, si les clients ne sont pas satisfaits, au bout d'un moment, ça se verra dans la croissance va baisser, etc. C'est vrai. Mais le gros problème avec ça, c'est le délai. C'est-à-dire que, vous le savez comme moi, les publications, donc trimestrielles, mettent plusieurs semaines à être distribuées, à être données au marché. Donc, à chaque fois, on regarde dans le rétro. L'analyse financière, on regarde très souvent dans le rétro, ou alors on essaie de regarder dans le futur avec les chiffres des analystes, mais vous connaissez ma confiance dans les analystes qui est proche de zéro. Donc, on se retrouve, et puis dans le fait de prédire le futur d'une manière générale, ce n'est pas la faute des analystes. Donc, on se retrouve à conduire en regardant dans le rétro. Donc il y a une énorme différence à se dire, je dis n'importe quoi, Apple commence à faire des produits pourris. Qu'est-ce que vous préférez? Vous rendre compte qu'Apple commence à faire des produits pourris et que les clients commencent à râler, ou attendre que les chiffres de croissance baissent, que vous allez voir avec énormément de délai? Vous avez bien compris, ces critères quantitatifs, ils permettent d'anticiper. On ne parle pas de prévoir le futur ici, mais de voir qu'ils n'arrivent plus à recruter les talents. Par exemple, pour une boîte comme Total, c'est quelque chose qui m'inquiète. Aujourd'hui, demandez à des personnes qui sortent d'écoles d'ingénieurs, de commerce, etc., dans quelle boîte ils veulent bosser, demandez-leur s'ils veulent bosser chez Total. Vous allez voir que pour Total, c'est compliqué de recruter les talents, beaucoup plus que, je sais pas moi, Google ou Nvidia. Donc, il y a quand même un vrai sous LVMH. Donc, il y a quand même un vrai problème de ce côté-là. Est-ce que ça se voit chez Total? Non, aujourd'hui, ça ne se voit pas, mais voilà, c'est quand même ce qui leur pend au nez comme problème. Donc, on a vu les 3 erreurs. Trop peu de critères, trop de critères et puis trop de critères quantitatifs, oubliez de réfléchir et pas de regarder que des chiffres. Voilà, on a fait le tour des 3 erreurs. Je voudrais rajouter quelque chose pour le niveau d'après. J'ai envie de dire, une fois qu'on a on a bien compris les ratios, les machins et tout, on a prioritisé et puis on arrive à comprendre le côté qualitatif, non chiffrable. L'idéal, on va dire, ce qui est très difficile à faire et qu'en général on arrive à faire que sur les boîtes qu'on maîtrise bien. En tout cas, c'est mon cas, j'arrive à faire que sur les boîtes que j'étudie depuis des années et que je maîtrise bien. C'est comprendre l'histoire. C'est que tout s'imbrique en fait. Pourquoi est-ce que cette boîte, elle a ces croissances-là? Pourquoi elle a ses concurrents? Pourquoi ses clients sont comme ci? Et puis, son cash. Pourquoi elle paye ce dividende-là? Pourquoi BNP paye un dividende de 8%? Pourquoi Amazon paye un dividende de 0? Qu'est-ce qu'ils font avec leur cash, chacun? Ça ne veut pas dire que celui qui paye un dividende prend une bonne ou une mauvaise décision, ou celui qui n'en paye pas en prend pareil une bonne ou une mauvaise. Mais quelle est leur stratégie? Comment ça marche tout ça? Quels sont leurs buts? Est-ce qu'ils ont des opportunités d'investissement ou non? Et c'est vrai que là, je parlais justement des dividendes. Moi, j'aime bien comprendre l'histoire autour, par exemple, du cash. Quelle est l'allocation du capital? Est-ce qu'on réinvestit? Est-ce qu'on verse des dividendes? Est-ce qu'on rachète des actions? Est-ce qu'on rembourse nos dettes? Comment on se finance aussi? Est-ce qu'on s'endette? Est-ce qu'on est-ce qu'on fait des rachats de boîtes externes? Est-ce qu'on développe en interne? Toute cette histoire-là, toute cette stratégie-là, c'est ce qui se prend sûrement le plus de temps. Mais ce qui est top, c'est quand tout commence à s'éclairer. En fait, quand la décision du management, les choix stratégiques, ça va sur l'allocation du capital, ça se voit dans les ratios, ça se voit dans les chiffres, etc. Ça se voit dans les produits qui sont sortis. Quand on sent qu'il y a un capitaine
à la tête de cette boîte, que le capitaine explique ce qu'il fait et qu'il fait réellement ce qu'il dit. Voilà. Et que tout ça, ça se comprend. Ça prend du temps. Ça demande souvent de bien connaître la boîte, mais pas que la boîte, de bien connaître l'industrie, les concurrents, bien connaître la personne aussi, la personnalité du PDG. Donc voilà, ça c'est l'étape d'après, c'est quand on commence à vraiment comprendre la boîte. Mais ça demande beaucoup de temps et ça demande souvent d'aller se renseigner en dehors. Alors, le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, le rapport annuel, tout ça, c'est indispensable pour arriver à ce niveau-là. Mais souvent, il faut plus. Souvent, ça aide d'aimer les produits, d'aimer l'industrie, de lire tout ce qui passe dessus. Moi, je lis de l'actualité, les Échos, le Wall Street Journal, etc. Tout ça quasiment tous les jours. Et il y a des boîtes ou des secteurs où je lis tout ce qui passe. Et avec le temps, au fil des mois, des années, je commence à voir tout un puzzle qui se met en place, mais qui n'est pas apparent pour quelqu'un qui veut juste passer 2 heures à analyser une boîte et encore moins un quart d'heure. Voilà, donc c'est des différentes étapes. Je ne suis pas au même niveau sur tous les secteurs et toutes les boîtes que j'ai voulu. Je pense que c'est pareil pour vous. On a tous nos secteurs de prédilection et ça aide beaucoup à bien comprendre ça. Donc voilà ces 3 étapes. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà tombé dans certains de ces écueils. Le côté débutant à ne prendre que 2-3 critères. Honnêtement, on est tous passés par là. On a tous pris les plus belles boîtes de croissance et puis après les boîtes les valorisées les moins chères ou l'inverse. Et puis voilà, on se prend 2-3 claques comme je disais et puis après on rajoute des critères à notre liste. La deuxième étape où on prend trop de critères, je pense que tout le monde passe pas par là parce qu'il faut il faut tomber dans le chaudron, quoi. Faut être passionné. Et moi, forcément, comme beaucoup d'entre vous, là, quand on commence à être passionné, on commence à essayer d'ingurgiter trop d'infos et là, c'est l'indigestion. On n'y arrive pas, tout simplement. On n'a pas le temps. On n'a pas. Ça peut être les connaissances, le temps, peu importe, mais voilà. Et puis cette 3e erreur de trop se focaliser sur les chiffres, c'est pas la pire. C'est loin d'être la pire erreur. Comme je vous disais, les chiffres, à un moment, ils mentent pas. Donc, à la fin, tout se retrouve dans les chiffres, y compris le mauvais manager, bref. Mais on prend du retard. Et certaines fois, on se dit « Ah, j'aurais dû voir que la croissance ralentissait parce que j'ai entendu dire que… » Donc ça, c'est l'autre niveau. Mais déjà, si vous éliminez les 2 premières erreurs, c'est pas mal. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà connu ce genre de situation. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Encore une vidéo un petit peu longue, mais sur cette chaîne, je me permets, on est entre passionnés. C'est une audience. Vous êtes une audience un peu plus restreinte, un peu plus qualitative. Alors qualitative dans le sens un peu plus experte. Donc je me permets des vidéos un peu plus longues. Voilà. Donc c'est vrai que pendant que je parle, je change pas l'écran, donc on est resté sur Monsieur Bricolage une bonne partie de la vidéo. C'est dommage, j'aurais dû mettre une boîte de meilleure qualité. Bref, merci à tous. N'hésitez pas donc à vous inscrire pour la masterclass. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur les masterclass aussi pour me rencontrer, pour se faire un réseau, pour discuter avec des gens. Donc voilà, à bientôt à tous ceux qui vont s'inscrire. Allez, ciao.